Merci. Merci. Super. Le temps est maintenant réservé à la députée de Lapinière pour 16 minutes 30. Merci, Madame la Présidente. Alors, merci pour votre présence et votre présentation. Je comprends que votre regroupement, vos membres organisent des festivals. Vous avez dit pas des festivals thématiques, mais vraiment des festivals culturels dans toutes les régions du Québec. Exact. Et qu'ils ne sont pas très touchés par le phénomène de revente, sauf quand il y a un contretemps. Là, vous vouliez vraiment dire quand les consommateurs ont un contretemps ne pouvant pas se présenter. Alors, et puis qu'ils vont vendre leurs billets entre eux ou sur Marketplace, etc. Est-ce qu'il y a il y a quand même des moments où il y a certaines salles qui sont pas remplies et qui a que les diffuseurs essaient de les remplir, peut-être pas par la revente, mais peut-être par d'autres moyens. Est-ce que ça arrive? Ben, tu sais, un festival, le festival, il y a des portions extérieures, des portions en chapiteau ou des portions en salle, là, selon l'environnement du festival. Ça peut arriver que, tu sais, moi, j'ai géré un festival où des fois, il y avait des salles pas assez remplies, mais on offrait nos billets à un organisme communautaire ou à des bénévoles. Fait que c'est ce genre de déploiement qu'on va faire. Et je ne crois pas qu'il y ait des festivals qui prennent un lot de billets pour aller mettre sur des sites de revente pour faire monter l'enchère. J'ai jamais entendu parler de ça dans notre niveau de festival. Parfait. Quand vous avez fait référence tout à l'heure aux billets de Peter Pan qui étaient montés à Montréal, qui ont été achetés par une plateforme américaine et vous avez mentionné qu'ils sont très bons pour reproduire les sites légitimes. Ouais. Vous avez proposé, si j'ai bien compris, qu'un logo soit créé pour différencier, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ce logo-là serait pas aussi reproduisible facilement par ces entreprises? Ouais. Exact. En proposant l'idée, je répondais moi-même à un questionnement en me disant est-ce que c'est la bonne chose à faire? Je ne le sais pas. T'sais. Parce que, tu viens d'éliminer les sites de revente. Je ne crois pas que ce projet-là, il veut le baliser parce qu'on est pris avec, mais je crois pas qu'ils veulent l'encourager. Là, si on vient mettre une certification, on vient un peu dire c'est bon, on peut revendre nos billets, faire de l'argent avec ça. C'est pas ce qu'on souhaite. Fait que la question est bonne. Effectivement, au niveau numérique, ça doit être assez relativement facile. Là. On reproduit pas mal d'affaires maintenant. Là. Fait que de reproduire un logo sur un site, je pense que ça peut être assez facile, effectivement. Fait que je pense pas que ça serait nécessairement effectivement la bonne solution. Mm-hmm. Oui, puis vous avez raison de dire que on veut pas donner l'impression que c'est encouragé en créant un logo qui serait comme une certification. Exact. Plutôt, donc, c'est plutôt l'idée qui du projet de loi, c'est que les sites de revente soient identifiés comme des sites de revente et ce qui a été discuté beaucoup en commission, c'est que ce soit pas uniquement quand on arrive sur la page d'accueil, parce que quand on fait une recherche sur Google, c'est bien possible qu'on arrive ailleurs que sur la page d'accueil. Puis si c'est pas, si on le voit pas souvent, le consommateur s'en rendra pas compte. Même si elle essaie d'éviter. Vous avez raison. Si on revient à ma tante Ginette, mettons, là, qui veut racheter des billets pour Mario Pelcha parce qu'elle a eu son opération pour les cataractes, quand elle va sur billet.ca, je crois pas qu'elle va comprendre qu'elle est sur un site de revente. Je crois qu'elle va plus, dans le moteur de recherche, elle va se faire rapidement proposer ça. Puis elle va avoir l'impression d'être dans un environnement légitime où l'artiste va bénéficier de la hausse de ce billet-là, ce qui n'est pas le cas. Fait que, ouais. Vous avez mentionné que pour certains de vos festivals, étant donné que c'est dans différentes régions, il y a souvent un déplacement qui est inclus. Donc, c'est-à-dire pas inclus dans le billet, là, mais que la personne va avoir son billet pour aller au festival, mais va nécessairement passer une nuitée. Donc, ça touche aussi l'industrie du tourisme. Est-ce que puisque ça peut se produire assez souvent chez vos membres, est-ce qu'il y a des enjeux dont vous avez entendu parler avec, par exemple, les plateformes d'hébergement, ceux qui cherchent à louer une chambre d'hôtel via des plateformes d'hébergement? Le Airbnb, ou par exemple, mettons, là, par exemple, c'est sûr qu'il y a des régions là où, reprenons le festival de Baie-Saint-Paul, là, c'est sûr que quand on amène près de 30 000 visiteurs dans une ville, quand on a peut-être 8 000, c'est sûr que ça met une pression terrible là, sur l'hébergement.
Mais là-bas, le festival est organisé, il va chercher les permis pour mettre en place un camping temporaire pendant le festival. Puis oui, il y a possiblement il y a des gens qui mettent de leur terrain en disponibilité pour que des gens viennent mettre une tente. Est-ce qu'il y a un échange d'argent? Peut-être. Je crois que c'est pas majeur. Je crois que c'est aussi une façon, là, on appelle ça l'hébergement chez l'habitant, où là, il y a un échange, c'est aussi une rencontre avec les gens. Fait que je ne crois pas que... Je pense que probablement que dans la région montréalaise, clairement, on me disait, c'est que, mettons, par exemple, à Oshiaga, il y a une grande majorité des jeunes qui vont utiliser ce type de plateforme-là pour se trouver un logement temporaire pendant le festival. Et peut-être pas le cas, un petit peu moins pendant le Grand Prix, où peut-être que les gens qui viennent en visite au Grand Prix vont aller plus dans les hôtels, dans les grands hôtels. Donc, au niveau hôtelier, ça a peut-être un impact plus favorable là, que certains festivals. Mais dans nos festivals, je ne crois pas qu'il y a d'enjeu en termes de plateforme d'hébergement. D'accord. Puis souvent, en fait, les plateformes d'hébergement d'hôtels, c'est un petit peu l'inverse des plateformes de revente de billets. Plateformes de revente de billets, on vend le plus cher possible, tandis que les plateformes d'hôtels, c'est pour vendre, trouver la nuitée la moins chère possible. Puis parfois, ce sont les hôteliers qui ont un problème parce qu'à la base, ils n'ont pas autorisé des montants si bas parce qu'il y a des achats de nuitées aussi dans ce domaine-là. Vous avez... aussi, vous avez parlé en long et en large là, de Ticketmaster, Live Nation et tout ça, et le fait que des grandes sociétés d'État comme le Théâtre de Québec, la Place des Arts, utilisent leurs services. C'est sur appel d'offres des sociétés d'État, donc ils doivent respecter le plus bas soumissionnaire. Donc, comment on explique que de tels... finalement, que ce fournisseur-là a pu obtenir les appels d'offres comme plus bas soumissionnaire tout en ayant une marge bénéficiaire de 37 %? Je ne sais pas si c'est dans un appel d'offres, vous me corrigerez, mais il y a aussi un point de vue qualitatif. Si, par exemple, on exige d'avoir des serveurs sur place, est-ce qu'une plus petite compagnie québécoise peut être capable de fournir cet environnement-là logistique? Il y a probablement des entreprises qui ne se qualifiaient pas parce qu'il n'y avait pas qu'il fallait pour soumissionner. Mais en même temps, entre vous et moi, gérer la Place des Arts, le Grand Théâtre de Québec, ça reste des sièges qu'on vend, numérotés, qui ne bougent pas. Fait que je pense que si, dans les prochains investissements du gouvernement, on voulait accompagner une compagnie québécoise ou deux, être assez costaud pour faire ça. Mais je ne crois pas que c'est juste... Il y a plein d'autres salles au Québec qui utilisent d'autres systèmes de billetterie qui sont québécois puis qui fonctionnent très bien, puis que les gens achètent des billets, puis que c'est sécurisé. Fait que je vois pas de problématique à ce que nos sociétés d'État donnent l'exemple. Absolument. Maintenant, vous avez aussi touché le fait que les données de vente et toutes les communications qui entourent ça, finalement, se retrouvent dans les mains d'une entreprise américaine, puisque Live Nation est une entreprise américaine. Donc, vous touchez un très bon point parce que même si Live Nation stockait ces données-là au Québec, avec le Patriot Act, ils vont quand même, ils peuvent être obligés par la loi américaine de donner révéler ces données. Absolument. Puis, puis qu'est-ce que vous dites est important. Puis, par exemple, nous, on a mis il y a quelques mois en place un observatoire des festivals pour faire des études en lien avec les universités québécoises. Et en rencontrant des sites de revente québécois, ils m'ont dit, nous, si tu as besoin de nos données, évidemment, les données, pas avec les noms des gens, mais des données plus des tendances, des achats, comment les gens consomment, ce qu'ils achètent dernière minute. Il dit, nous, on est prêts à te les prêter, à te les donner, ces données-là, pour qu'on puisse faire l'analyse, voir comment les gens ils consomment dans les festivals. On n'aurait jamais cette collaboration-là d'un groupe comme Ticketmaster. Fait que ça aussi, c'est important pour être capable de savoir comment ça se passe chez nous, comment les gens ils consomment. Est-ce que les gens consomment un peu plus dans cette forme d'or-là ou dans cette forme-là? Si les gens achètent dernière minute? Je pense que de rapatrier nos données, là, surtout dans le contexte actuel où les Américains ne sont pas super smart avec nous, c'est assez légitime. Et surtout que cette entreprise-là,
ont un monopole, pas juste ici, mais vous l'avez dit, dans d'autres pays en Europe, vous avez dit qu'ils sont beaucoup plus avancés, mais c'est-à-dire que leur présence est beaucoup plus avancée en Europe qu'elle est ici. Oui. Il y a deux choses. Ouais. Aux États-Unis, ils possèdent dans les grands festivals près de 80 du marché de vente des billets. C'est majeur. C'est majeur. En Europe, en fait, c'est beaucoup plus avancé parce qu'eux aussi ont une dynamique d'achat de festivals ou de salles. Ils ferment rapidement ce qui n'est pas rentable, conservent ce qui est rentable. Mais en culture, la culture, ce n'est pas un bien visuel. On ne vend pas des TV. La culture, c'est nous. C'est ce qui nous représente. Fait que si un festival, même qui n'est pas nécessairement hyper lucratif, qui est dans le Bas-Saint-Laurent ou en Gaspésie, il ne faut pas le fermer parce qu'il impacte la vitalité de cette région-là. Fait qu'il faut arrêter de voir seulement avec des données de retombées économiques. Il faut voir les choses aussi avec un impact sur le milieu. Je donne souvent l'exemple d'un festival qui a lieu à Marsouilles. Si les gens connaissent Marsouilles, c'est une ville de 250 habitants. Il y a une passionnée de danse qui est allée partir un spectacle, un festival de danse là-bas, qui a créé une résidence artistique dans une ville des plus dévitalisées de la Gaspésie et du Québec. Mais là, redonner vie à cette ville-là où a rénové le centre communautaire, a créé un café culturel. Il n'y avait plus de commerce dans la ville. Donc, les personnes âgées n'avaient plus de lieu pour aller socialiser. Fait que le festival, son analyse, ses retombées économiques, ils ne vont jamais atteindre celle du festival de jazz. Mais ses retombées sociales puis humaines le dépassent largement. Fait que c'est comme ça aussi qu'il faut regarder avec un œil différent nos festivals puis notre communauté, pas seulement en termes d'argent. Effectivement. Puis, l'entreprise qui a nos données à cause de nos achats de billets, mais elle peut avoir nos données, même, ça peut aller loin parce que si je me déplace pour aller voir un spectacle à Boston, puis j'en vois un autre l'année suivante à Londres, il y a de la triangulation de données qui se fait, puis on est capable de voir mes habitudes, pas juste localement, puis pas juste pour le spectacle, mais pour tout ce qui entoure mes déplacements. Bien, tout le monde le sait, là, je pense que les données là, sont le prochain enjeu, là, qui n'est pas juste québécois, qui est mondial. Les données, ce qu'on donne comme information à l'intelligence artificielle, on le donne au reste du monde. Fait que la même chose pour les données spectacles, les tendances, c'est crucial. Puis dans un contexte où on est une petite communauté francophone dans une grande Amérique anglophone, c'est préoccupant. Puis je pense qu'il y a lieu de protéger ces données-là de façon bec et ongle. Absolument. Alors, en fait, pour terminer, vous nous avez apporté des pistes de réflexion intéressantes aussi. Bon, je pense que c'est assez évident que vous êtes favorable aux objectifs du projet de loi. Est-ce que vous aviez des points comme plus précis que vous vouliez apporter pour bonifier le projet de loi ou bien si le projet de loi tel quel vous convenait? Bien, un projet de loi, c'est toujours difficile de savoir l'impact qu'il y aura réellement. On n'a pas de point spécifique ou de virgule ou de tiret à rajouter là, qui pourrait bonifier. Je pense que le projet de loi, bien, l'épreuve qu'il y aura, c'est l'épreuve de la mise en place de ce projet-là, puis de voir comment ça se comporte. Je crois qu'il faudra avoir aussi la souplesse d'ajuster le projet de loi s'il y a lieu, si on voit qu'il y a des brèches qui n'ont pas été colmatées par le projet de loi. Là, je suis du tenant qu'on ne peut pas toujours frapper 100% dans le mille. Il faut se permettre des ajustements, puis il faudra peut-être le faire avec ce projet de loi-là dans l'avenir. Bien, merci beaucoup. Puis, il me reste environ 2 minutes, je pense. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose d'autre qui n'aurait pas été touché ou... Non, je pense que j'ai passé nos messages. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente.